Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Bonjour Rémi Pernelet. Bonjour, merci d'être madame. avec nous ce matin pour recevoir Aurore Berger. Bonjour. On va parler de la loi audiovisuelle avec vous. C'est l'examen de la loi audiovisuelle qui a débuté hier à l'Assemblée nationale en commission culturelle. On va parler également de ce rapport du Haut Comité, du Haut Conseil à l'égalité à propos du sexisme. Alors il y a 3 secteurs, l'entreprise, la politique et l'audiovisuel. Il y a du boulot. On va en parler avec vous. Et puis également de ce rapport sur la culture que vous avez remis au Premier ministre il y a quelques jours également. Vous avez regardé la télé hier ? J'ai pas eu le temps parce que j'étais en commission, justement. En commission, des ça affaires dure culturelles. tard ? On a fini à minuit, donc j'avoue qu'en rentrant, j'ai pas allumé la télé. Non. Vous la regardez beaucoup moins depuis que vous êtes en politique ? Je la regarde beaucoup plus en replay Ouais. et beaucoup moins en direct. Mais je pense comme aussi beaucoup de Français qui ont changé progressivement leurs usages, qui sont abonnés à des plateformes. Ouais. Donc voilà, je crois que mes usages correspondent finalement plutôt à ceux des Français. Bon, et vous regardez des séries, forcément. Voilà, je fais la dernière saison de Baron Noir, comme tout élu politique qui se respecte. Et alors, Voilà. c'est vrai ? C'est réaliste ? Il y a des choses qui sont assez réalistes. Je miserai pas sur la même fin. Ouais, remarquable série. Ouais, c'est un scénario. François Morel, Angélique Mélenchon, c'est quand même assez bien limité. C'est très, très ressemblant. Très ressemblant. Et Cadmerade, il faut le dire, est formidable. Qu'avez-vous regardé à la télé ? On a Corinne avec nous en ligne de Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai regardé Mirage. Ouais. Donc j'ai regardé les 6 épisodes. Ouais. C'était la fin hier. Donc les 2 premiers c'était assez palpitant, mais ça a perdu en intensité après. Je suis d'accord Il avec fallait vous. suivre. Mais une série. Alors ce qui est embêtant un peu dans les séries françaises maintenant, c'est qu'ils laissent toujours un suspense pour faire la suite. Donc c'est un peu fatigant. On n'est pas sûr de regarder l'autre série. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait de suite, parce que le score est pas terrible, même si TF1 est arrivé hier en première position. C'est TF1 pardon qui est arrivé en première position avec Camping Paradis, avec Sandrine Quétier. 4 168 000 téléspectateurs, c'est tout de même 400 000 de moins que la semaine dernière, mais c'est Rémi un peu mieux que ce qui se fait d'habitude. C'est mieux, 3 500 000 l'année dernière, un Camping Paradis à la même période, donc c'est un bon score en fait, un très bon score. Et donc Mirage est arrivé en 3e position, 2 376 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. Ça a perdu 100 000 téléspectateurs. Je suis assez d'accord avec vous, plus d'1 million, Corinne. Moi, j'ai commencé à regarder les 2 premiers, c'était pas mal. Et puis après, comme on est pris, on a envie de voir la suite, mais c'est assez décevant, c'est assez dommage. Et c'est une grosse coproduction. C'était un gros pari de France Télévisions. Coproduction avec le Canada, avec une partie des pays du Maghreb. Oui, mais je suis comme vous, Corinne, j'ai pas compris la fin, effectivement, qui reste ouverte tout en étant fermée. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Hier soir également, dans les audiences, à remarquer Marié au premier regard, qui fonctionne très très bien. 2 848 000 téléspectateurs, 13%. Carton, cette saison. Vous avez déjà regardé ça ? Non. Je vois très bien vous de quoi voyez il ce que s'agit, c'est, je vois très bien ce qu'est le programme, mais je ne l'ai jamais regardé. Vous l'avez jamais regardé ? Ça vous choque ou pas ? Ça me choque pas à partir du moment où c'est des adultes très consentants et qui acceptent d'être filmés. Moi, c'est pas un programme que j'ai envie de regarder, mais je comprends très bien que ça puisse intéresser des gens et qui peut-être se projettent dans ce type de situation, tout simplement. Et en 4e position, France 3 avec Le Monde de Jamie. C'était une rediffusion, beaucoup de rediffusions en ce moment sur France Télévisions. 1 721 000 téléspectateurs, 8% de part d'audience. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de rediffusions. Il y a des séries qui sont rediffusées. Il y a des documentaires, des magazines comme Le Monde de Jamie, qui avait été diffusé l'année dernière, donc c'est pas si vieux. C'est une politique qui est assumée par la direction de France Télévisions qui explique que c'est une façon de permettre, par exemple, Capitaine Marlowe ce soir, c'est une rediffusion. Ça permet aux gens de voir les héros qu'ils aiment bien, mais bon. Oui, mais enfin maintenant il y a les replays. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurore Berger ? Après là, c'est pour le coup une politique de programmation. TF1 a aussi très souvent reprogrammé très régulièrement un certain nombre de séries, notamment deuxième partie de soirée. Oui, mais pas en prime. Pas en prime. Là, ce sont des revoit primes, régulièrement et c'est le des service épisodes. public, c'est un peu étonnant. Mais après, il y a aussi quand même beaucoup de productions économies, nouvelles sur le service public qui fonctionnent. Enfin, Capitaine Marlowe, là, c'est peut-être une rediffusion, mais c'est vrai que c'est quand même avant tout une production de France Télévisions qui fonctionne extrêmement bien. C'est dans les meilleures audiences annuelles. Voilà, et même quand c'est rediffusé, ça fonctionne très bien, c'est vrai. Mais après, on s'interroge, est-ce que c'est pas une facilité, une façon de réduire les budgets comme Je pense que c'est économique. C'est aussi économique. Donc vous regardez plutôt des séries, vous avez Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a vu à la télé ? Je crois que c'était sur une toute petite chaîne qui s'appelait Ma chaîne étudiante. Ah d'accord. Et je parlais déjà de l'audiovisuel puisqu'on parlait de la création de la Hadopi.
Donc, comme quoi. Et vous étiez déjà je soutenais la création de la Hadopi. Donc voilà, au moins il y a une totale constance dans mes prises de position. Et après sur les chaînes hertziennes. Et je pense qu'après c'était une chaîne locale dans les Yvelines qui s'appelle TV78, qui est une chaîne au sein du département des Yvelines. En interne, vous êtes entraînés, les hommes politiques, pour passer sur Instagram, on vous apprend Instagram, on vous apprend la télé, on m'a pas appris Instagram ou les réseaux sociaux, peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas. Mais la télé, il y a du coaching. Au début, oui, il y a eu un peu de média training, mais ce qui est normal parce que ça n'a rien. Enfin, vous, c'est votre métier, mais ça n'a rien d'évident. Déjà d'être visible à l'écran. Je trouve ça horrible de se regarder d'ailleurs après une émission. Je trouve que c'est l'exercice le plus difficile, c'est quand on nous demande de regarder pour voir tout ce qui fonctionne pas, évidemment. Mais voilà. Vous avez changé des choses dans votre façon d'intervenir. Oui. Après, je trouve que c'est très différent en télévision et en radio, mais la question évidemment de la manière avec laquelle vous positionnez votre voix, le débit que vous avez pour être le plus intelligible possible, ça c'est des choses qui s'apprennent. Ouais. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, la cérémonie des Césars n'en finit pas de faire des vagues partout dans les médias. Hier, Lambert Wilson a jeté un pavé dans la mare. Vous allez voir et vous allez surtout entendre qu'il a été très virulent à propos de Florence Foresti. Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas. Mais on ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la règle du jeu. Ensuite, oser évoquer un metteur en scène en ces termes, d'Atchoum, de montrer une taille, et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules. Sur le plateau de C'est à vous, Julia Foyce, qui raconte le viol dont elle a été victime à 20 ans dans un livre, a réagi à ses propos. On n'est pas en train de moraliser sur des pratiques sexuelles qui seraient par ailleurs licites. Il s'agit d'un crime. On nous parle de ça, on nous parle de faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre. Mais vous croyez vraiment que quand on est violé, on se demande quel métier exerce l'homme qui nous viole et puis s'il le fait bien ? Non, l'homme qui nous viole est un homme qui nous viole. Point. Florence Foresti qui n'a pas été épargnée non plus par Cyril Hanouna dans TPMP sur C8, la chaîne du groupe Canal+, et qui a révélé le salaire de Florence Foresti. On va vous dévoiler les cachets de chaque présentateur, des présentateurs depuis 2012. Je vous le dis, Florence Foresti, elle avait touché 50 000 € en 2016. Voilà, après, Manu Payet, 45 000 €. Et Florence Foresti, cette année, sachez qu'elle a touché, je vous le dis, c'est une info, elle a touché 130 000 €. What ? 130 000 €, donc 30 000 € pour ses auteurs. Donc elle a touché pour elle, voilà, entre 100 et 120 000 € pour elle. L'autre débat dans les médias, c'est évidemment le 49.3. Dans Quotidien sur TMC hier soir, ils ont été interrogés, les manifestants qui étaient, vous savez, qui s'étaient rassemblés spontanément devant l'Assemblée nationale. Tous remontés contre Édouard Philippe. Là, il se fout de la gueule des gens, là. Il décide et ce qu'il dit là-dedans, il s'en fout. Et c'est des gens censés nous représenter, il s'en fout. Alors... Mais on leur a fait un rappel de droit constitutionnel. Le 49.3, c'est dans la Constitution. Il est peut-être dans la Constitution, mais ce que les gens ils réclament aujourd'hui, c'est pas un respect de la Constitution. Ce qu'on réclame, c'est de la démocratie. Nous voulons un référendum pour les retraites, un RIC. Et pour finir, alors, petite joueuse face à Florence Foresti, Nabila qui a touché 2 millions d'euros pour présenter The Love Island qui a démarré hier. C'est le lancement de la nouvelle télé-réalité qui compte bien rivaliser avec Netflix et Disney+. Alors, Aurore, je vous ai réservé la présentation de 2 candidats. Écoutez. Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans, je viens de Tunis et je suis étudiante en architecture. Quand un garçon me plaît, en soirée, je vais voir s'il va venir vers moi ou pas. S'il ne le fait pas, je trouverai un moyen d'appeler le serveur et lui refiler mon numéro. Je m'appelle Tristan, j'ai 27 ans, j'habite à Toulon et je suis menuisier. Donc j'espère trouver la femme parfaite dans Love Island. Et mon slogan c'est « Quand tu me vois, tu rentres pas chez toi ». Oui, quand tu me vois, tu ne rentres pas chez toi. Ouais. Ça fait partie des stéréotypes dénoncés par un mot sur les Césars. Vous en avez pensé quoi ? Un mot surtout parce que j'avais pas entendu ce que disait Lambert Wilson et c'est sidérant. C'est-à-dire moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait une forme d'indulgence à l'égard de Roman Polanski. Il y a une indulgence parce que en effet, oui, on considère que c'est un grand réalisateur et c'est un grand réalisateur, mais c'est pas le sujet. Et en fait, systématiquement, quand on parle de ça, on nous ramène à des considérations différentes. On nous dit mais c'est un grand réalisateur.
réalisateur, ou mais ce sont des événements passés, ou mais il n'a pas été condamné en France, etc., etc. Mais à un moment, le point de départ, c'est quand même qu'on a un homme, quel que soit son statut ou sa notoriété, un homme qui a violé une enfant. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, à un moment, on peut essayer de re-raconter l'histoire, mais à un moment, il a alcoolisé, drogué, sodomisé une jeune fille de 13 ans. C'est ça qui s'est passé, ce sont les faits. Et donc, vraiment, est-ce qu'on a envie d'honorer cela ? Moi, je comprends évidemment les réactions de celles qui ont subi des agressions sexuelles et des viols. Ça fait plusieurs années qu'on dit on a besoin que la parole des femmes se libère, on a besoin que les femmes se sentent légitimes à dire ce qui leur est arrivé, mais comment elles pourraient se sentir légitimes à parler si au moment où elles parlent, elles sont mises en accusation ? Et surtout quand on a après des exemples qui sont portés au nu, parce que en effet, la notoriété ou le talent effacerait le crime. Et ça, je pense que c'est incompréhensible, et je voudrais pas surtout que ça fasse courir le risque que des victimes n'osent plus parler en se disant bah voilà, après toute cette période elle est finie et on va à nouveau plus nous croire. Mais le débat il est un petit peu pourri, le débat autour de Polanski, c'est-à-dire que la cérémonie en elle-même par les propos qui ont été tenus a complètement pas changer la donne, mais ça a mis un malaise qui était là et qui tout a tourné autour de ça. De Foresti aussi. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que ce que dit Lambert Wilson et ce que disent certains, c'est il fallait pas y aller. À partir du moment où vous êtes invité dans une cérémonie où vous savez qu'il y a une potentielle récompense pour lui. Moi, je pense qu'elle a aussi fait en sorte elle a fait passer un message, de faire passer les messages et de relever cette cérémonie, parce que on pouvait pas ne pas en parler. Elle pouvait pas être maîtresse de cérémonie et faire semblant qu'il n'y avait pas un sujet. Et je pense que le sujet, il est dans l'opinion publique, il était dans les personnes qui étaient présentes, il est dans la sortie évidemment justifiée d'Adèle Haenel. Ça aurait été quand même très étrange que dans la même soirée, on applaudisse Adèle Haenel non seulement pour son talent d'actrice qui est immense, mais aussi pour le courage qu'elle a eu, et que dans le même temps, on applaudisse Roman Polanski, ou qu'on félicite le film Grâce à Dieu, et Swan Arlo a fait un discours magnifique justement sur la parole libérée et la manière avec laquelle ça a pu être mis en scène et révélé dans Grâce à Dieu. Et dans le même temps, encore une fois, Polanski. Donc tout ça a été très incohérent. Je pense que l'Académie des Césars va, et je l'espère, profondément se renouveler dans les années à venir. Mais Franck Riester n'a pas suivi Annelle Edel, il s'est pas levé, et il est venu à la cérémonie aussi. Après, il est ministre de la Culture. Donc, vous seriez levé ou pas ? Non, mais moi j'y étais. Et on est resté en effet jusqu'au moment où on a applaudi Les Misérables et le fait qu'ils ont gagné ce merveilleux prix de meilleur film. Parce que c'était aussi vis-à-vis de ce film-là. Et heureusement que c'est eux. Je crois qu'il y avait d'ailleurs un vrai soulagement dans la salle du fait que ce soit Les Misérables qui aient gagné. Mais on ne peut pas ne pas comprendre la réaction d'Adèle Haenel. Avec un réalisateur qui a été condamné pour un crime d'honneur en quelque sorte. C'est-à-dire pour avoir tabassé un homme qui était sorti avec la cousine, la sœur de quelqu'un. Donc il y a aussi une sorte de deux poids, deux mesures. La grande différence, c'est quand même qu'on a quelqu'un qui a purgé une peine, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Roman Polanski, qui a plutôt fui la justice. Rémi, Oui, c'est vrai que c'est toujours délicat. Après, le film lui-même est un film plus que légitime. J'accuse, c'est quand même ça relève une cause qui me semble extrêmement actuel aujourd'hui en France, et donc c'est vraiment très dommage que derrière ces débats uniquement sur la personne du réalisateur, c'est aussi dommage que ce soit ce prix-là d'ailleurs qui soit tombé sur ce film, mais c'est quand même dommage que du coup ce très beau film, parce que c'est quand même un très beau film, soit traité comme si c'était le film lui-même était pestiféré. Moi, c'est quelque chose qui me gêne. Non, mais c'est pas le film qui doit être pestiféré, ou non, c'est l'homme, c'est le César en lui-même. Et c'est un sujet, la lutte contre l'antisémitisme, c'est malheureusement extraordinairement actuel. Et donc évidemment, mais le problème, c'est que le sujet, il est écrasé par le fait que Roman Polanski l'a mis en scène. Et parce qu'au tout début d'ailleurs, dans la promotion, quand il l'a commencé, il a quand même osé se comparer justement au capitaine Dreyfus. Et ce qui est quand même, je trouve, d'une rare indécence d'oser comparer son parcours à celui qui a été celui de Dreyfus. Oui, et là, le débat, effectivement, ce qu'on en parlait un petit peu avant l'émission, est complètement, je redis pourri, j'ai pas d'autres mots, parce que je vois des arguments comme dans la tribune ce matin d'Alain Finkielkraut dans le Figaro qui dit comment un homme qui a vécu la Shoah on peut lui faire ça. Vous pouvez être un salaud et avoir, c'est sans rapport. Non ? Oui, Finkielkraut dit quand même pas comment on peut faire ça à un homme déjà. On dit on peut tenir compte des parcours chaotiques de quelqu'un et du fait que il a lui-même déjà été dans des situations dramatiques pour comprendre l'importance de sa cause aujourd'hui. Oui, l'importance de la cause, oui, mais malgré les drames et les douleurs qu'il a traversées, ça ne justifie pas les douleurs qu'il a pu infliger à d'autres. On va parler, Aurore Berger, de l'examen de la loi audiovisuelle, donc un projet de loi important pour l'audiovisuel français.
français. Et je voulais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce que contient et qu'on peut comprendre, parce que moi j'ai essayé de lire des choses, c'est pas toujours très clair, sur ce qui va changer, ce que peut changer cette loi. Déjà, c'est un projet de loi qui est, à mon avis, important pour les Français, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on pourra encore trouver sur nos écrans dans quelques années, à la fois dans nos salles de cinéma, dans tous nos écrans. Est-ce qu'on a envie aussi de continuer à produire nous-mêmes des contenus, parce qu'à un moment, justement, là, on parlait des Césars, mais parlons aussi justement des sujets qui ont été révélés aux Césars, que ce soit Les Misérables, que ce soit Grâce à Dieu. On a eu des sujets extrêmement importants, mais ça, c'est grâce au fait qu'on peut continuer à produire dans notre pays, qu'on peut continuer à créer, à imaginer, et donc on a besoin aussi de financer la création. Donc c'est ça le vrai enjeu, c'est comment on arrive à continuer à financer la création pour que notre pays ait une voix à faire entendre, et pas uniquement que ce soit des contenus étrangers, qui sont parfois évidemment extrêmement qualitatifs. L'année dernière, le box-office mondial, c'est 7 films de Disney. Donc, et on comprend pourquoi, quand on voit Star Wars, La Reine des Neiges, etc., Marvel. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, en tant que Français, des choses à dire ? Et donc c'est ça l'enjeu de la loi, c'est de dire... Les Français, comme partout dans le monde, ont des nouveaux usages. Ils se sont abonnés à Netflix, ils s'abonneront probablement demain à Disney. Mais on a envie de continuer à créer dans ce pays. Et donc, on dit aux plateformes nouvelles qui existent, il va falloir jouer le jeu. Il va falloir aussi financer la création en France, avec des producteurs français, donc avec des talents français. Des contraintes pour Netflix, Amazon Prime et autres d'investir dans la production française. Comment vous avez des contraintes ? Alors, on les contraint parce que ça, c'est une avancée européenne. Souvent, on critique l'Union européenne en disant à quoi ça sert. Et bien là, ça sert à ça notamment, à dire que justement, ces plateformes, elles doivent investir dans les pays dans lesquels elles sont. Et donc, quand Netflix est en France, c'est en France qu'ils doivent investir. Et donc, c'est 25% mais comment vous les contraignez ? 25% du chiffre d'affaires, ils vont devoir l'investir dans la production française. Mais comme aujourd'hui, les chaînes françaises, minimum à 16%, pour d'autres, c'est beaucoup plus élevé, pour Canal, etc. On a des contraintes qui sont après très différentes, des typologies d'investissement qui sont différentes. Au départ, on parlait de 16%, maintenant, ce serait 25% qui serait... Alors ça, c'est le ministère qui va le fixer, c'est 25%. Nous, ce qu'on dit, c'est en plus, non seulement il faut investir un minimum dans notre pays, du chiffre d'affaires qui est réalisé en France, mais il faut aussi l'investir un peu selon nos règles. L'idée, c'est pas que la France devienne un sous-traitant de Netflix ou de Disney, mais parce que nous, on est très attachés au respect des auteurs, au respect des artistes-interprètes, au respect de leurs droits. On produit différemment en France que dans d'autres pays. Rémi, sujet, justement, puisque c'est un peu la guerre entre les grands producteurs français et puis Netflix, les GAFAN, les patrons de chaînes français sont pas complètement contents, notamment sur l'histoire de la coproduction. Je cite Maxime Sada qui explique « Nous sortons la saison 4 du Bureau des légendes dont nous avons financé 70% pour un peu plus de 15 millions d'euros, mais nous n'avons déjà plus les droits de la saison 1 qui reviennent aux producteurs. Netflix, Amazon ou les autres les récupèrent contre une bouchée de pain. » Donc c'est quand même... un problème. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que là, de ce côté-là, vous parlez qu'il faut défendre les acteurs français, mais les acteurs français sont un peu moins bien lotis que les acteurs Alors, c'est pas aussi simple pour que les gens comprennent. En effet, une œuvre, que ce soit une fiction ou un film, elle est produite par plusieurs personnes. Il n'y a pas une seule personne qui apporte de l'argent pour investir. Là, il y a 70%, par exemple. Mais en fonction de la somme qui est investie, eh bien, la chaîne, elle va avoir des droits, c'est-à-dire la possibilité de montrer ce film ou de montrer cette fiction pendant plusieurs années. Mais ça dépend du volume qu'elle aura investi pour le faire. Un exemple, on a parlé souvent de 10%. 10%, c'est une très belle série qui a été financée par France Télévisions. Canal, pour le coup, n'avait pas souhaité le faire. Mais France Télé a dit, nous, on y croit pour la France, mais on ne croit pas que ça va marcher à l'étranger. Donc, en gros, on va juste le diffuser en France, mais pour le diffuser à l'étranger, c'est le producteur qui va choisir à qui il veut confier cette responsabilité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça a été vendu à Netflix et ça a fait un carton d'audience. Paul Mayajan, qui est le nom en anglais, fonctionne très bien, y compris aux États-Unis. Mais donc là, c'est pas parce que France Télévisions n'a pas réussi à diffuser, c'est juste parce qu'ils ont dit nous, on n'y croit pas suffisamment pour dire allez, on va investir un peu plus. Juridiques, c'est-à-dire que les producteurs, les coproducteurs ont des droits Alors c'est pas des obstacles juridiques, très honnêtement, c'est des relations contractuelles qui existent. Rien n'empêche une chaîne de télévision de mettre plus de moyens financiers et donc d'avoir des droits plus longtemps. La question, de toute façon, c'est celle, à mon avis, du public. Qu'est-ce qui est bien pour le public ? Ce qui est bien, à mon avis, c'est que les œuvres elles puissent circuler, c'est qu'elles soient pas bloquées pendant une période beaucoup trop longue sur Netflix ou sur
sur Canal ou sur telle ou telle chaîne, c'est qu'à un moment, on ait la possibilité de les voir, parce que sinon, ça encourage le piratage, parce que ça encourage pas la diversité. Mais après, c'est pas à nous de nous immiscer en disant les droits, il faut que ce soit 3 ans, il faut que ce soit 5 ans, il faut que ce soit 10 ans, il faut que ce soit 15 ans. Ça, c'est des relations contractuelles entre les acteurs. Mais vous n'avez pas répondu à la question de la contrainte. C'est-à-dire que si Netflix vous claque la porte et dit non, nous on veut pas, on n'a pas l'intention. Alors, il y a évidemment des risques potentiels de contournement. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça a été prévu, notamment par des recommandations du CSA en la matière. Et derrière, c'est des contraintes très fortes qui seront des sanctions financières sur le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, dans les relations qu'on a avec Netflix, ils nous disent très clairement que évidemment, 25%, c'est important, c'est beaucoup, mais qui vont s'y conformer parce que la France, c'est aujourd'hui 7 millions de Français qui sont abonnés et c'est des talents français aussi, des auteurs français avec lesquels ils travaillent, donc ils ont tout intérêt. Les auteurs français. On ne fait pas les mêmes séries que les Américains, mais on fait Bureau des légendes, qui est magnifique. On fait Baron Noir, on fait 10%. Des choses on fait des séries qui s'exportent. Il y a des choses qui fonctionnent aussi. C'est pas les mêmes budgets, effectivement. Le Bazar de la Charité, qui a été coproduit entre TF1 et Netflix, qui est maintenant disponible sur Netflix après l'avoir été sur TF1, et qui, j'espère, va en effet rencontrer un grand public à l'étranger. Et d'ailleurs, quand on parle de Casa de Papel en disant que c'est un immense succès Netflix, c'est pas une originale Netflix. C'est une chaîne de télévision espagnole qui a pris le risque au départ. Donc les chaînes de télé, elles savent aussi prendre des risques. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Aurore Berger. On va parler donc de ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Puis on va parler culture également avec vous dans un instant. À tout de suite. Et on est avec Aurore Berger, députée des Yvelines, rapporteure de la loi audiovisuelle qui a commencé à être examinée hier en commission culturelle avec également Gilles Gansman et Rémi Pernelet. On a parlé donc de cette loi qui va également mettre en place la holding de l'audiovisuel pour l'audiovisuel public. Ça va se faire. Ça va se faire concrètement. Ça veut dire que Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA vont être regroupés dans un seul grand groupe. Alors non, parce que quand on pense au RTF, on pense pas à ça en vérité. On se dit ça veut dire contrôle de l'information, pas d'indépendance de l'information. Là, ça n'a rien à voir. C'est de dire à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une logique pour les Français à regrouper plusieurs maisons de l'audiovisuel public en une seule pour qu'il y ait aussi plus de synergie, parce que il me semble qu'il y a des demandes qui sont très fortes, par exemple de proximité, d'information de proximité. Donc se dire qu'on va faire plus travailler Radio France et France Télévisions, donc plus par exemple France Bleu et France 3, ça a du sens. Se dire qu'il peut y avoir aussi une plateforme numérique commune à un moment qui pourrait exister, plutôt que chacune fasse une plateforme, etc. Je pense que ça a du sens. Donc avec un seul unique patron pour diriger. Comment vont être nommés les dirigeants des... Alors, il y aura un directeur général qui restera par maison, parce que c'est des métiers qui sont différents. On fait pas le même métier, vous le savez bien, qu'on fait de la télé, qu'on fait de la radio, etc. Et après, un président pour France Média qui sera nommé par un conseil d'administration. Donc c'est le conseil d'administration. Alors les membres du conseil d'administration seront nommés par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale. Il y aura des représentants du personnel. Moi, je plaide aussi pour que les représentants qui peuvent être nommés, il y ait aussi une diversité, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui viennent du monde de la culture et du cinéma, pour encore une fois qu'on arrive à garantir une diversité des profils au sein du conseil d'administration. Il y a un nombre de membres déjà déterminé pour le c'est ça justement dont on va discuter, parce que ça, il y a plusieurs amendements sur le sujet, donc on verra d'ici la fin de semaine ce qui sera retenu, mais en tout cas, je crois que l'idée de se dire il faut qu'il y ait un seul grand groupe public, comme ça peut exister dans d'autres pays étrangers, je pense parce que la question qui est sensible, c'est quand même la nomination des dirigeants, c'est sensible. C'est toujours sensible. Quoi que vous fassiez, c'est sensible. Ce n'est ni le CSA, ni le président de la République, comme c'était en 2007. Mais alors, est-ce que c'est pas un peu nébuleux, voire un peu obscur, c'est-à-dire que de la composition du conseil d'administration va dépendre la personnalité qui sera nommée. Donc on a l'impression que si on détermine, tiens, je vais mettre tel et tel pion qui vont voter comme moi j'ai envie dans le conseil d'administration, ça va. Vous savez, je crois que quel que soit le mode de nomination, il sera toujours attaqué. Il sera toujours considéré comme n'étant pas suffisamment garant de l'indépendance. Donc, sous Nicolas Sarkozy, c'était directement le président de la République qui nommait. Donc, on a dit attention, il n'y a plus aucune indépendance. Ensuite, on a remis, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui nomme. Oui, mais ça veut dire que c'est du copinage. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a toujours des gens qui nous critiqueront en disant que c'est pas suffisant en termes de garantie. Moi, il me semble qu'avoir un conseil d'administration, je pense que c'est beaucoup plus transparent que ce qui a pu se passer dans le passé, justement. Je pense que ça peut susciter aussi plus de candidatures. Je pense qu'il faut garantir une diversité des profils qui seront au sein du conseil d'administration. C'est ce que je vous disais. L'idée, c'est pas qu'il y ait que des hauts fonctionnaires, si je caricature, mais qu'il y ait aussi des gens qui viennent du monde de l'audiovisuel, de la radio, de la télévision, peut-être du monde du cinéma et de la culture,
pour que tout ça soit bien pris en compte. Encore. Mais ça, c'est justement ce à quoi sert le Parlement. Ça veut dire que le prochain mandat, puisque là doit être renouvelé le mandat du président de France Télévisions, ça veut dire que la personne, si c'est Delphine Ernotte qui est de nouveau, puisqu'elle est candidate réélue, elle n'irait pas au bout de son mandat. En fait. Alors en fait, ils seront, il y a encore 2 ans de mandat. Ils seront élus que pour 2 ans. Exactement, 2 ans de mandat, le temps tout simplement que ce groupe public. Mais ça, je ne peux pas le dire, parce que c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui choisit. Ah oui, mais ça, j'en sais rien. Et c'est certainement pas à moi de me prononcer. On ne peut pas dire il n'y a pas assez d'indépendance et me dire alors vous votez pour qui? C'est pas moi qui va. Je ne sais même pas s'il y aura d'autres candidats. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez vous abonner à la plateforme Salto? J'attends de voir quelle va être l'offre, mais pourquoi vous n'êtes pas sûr de vous abonner alors? Non, mais parce que moi je suis pas sûr de m'abonner. Je pense que comme tous les Français, c'est-à-dire que quand vous devez faire une dépense supplémentaire pour telle ou telle plateforme, vous comparez en fonction des offres qui sont disponibles. Moi je suis déjà abonnée à certaines d'entre elles, donc pourquoi pas sur une supplémentaire, mais j'attends de voir l'offre. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on ait enfin une offre commune entre l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. On l'a suffisamment attendu. On leur a un peu mis des bâtons dans les roues aussi, je trouve. On les a pas aidés à avancer vite. Maintenant, c'est fait. Donc moi, j'attends de voir l'offre. Hier, donc, le Haut Conseil à l'égalité a remis un rapport qui contient 32 recommandations pour faire reculer le sexisme dans 3 secteurs, dont l'audiovisuel. Donc il y a la politique, il y a l'entreprise et l'audiovisuel. Et là, on a un peu l'impression que le Haut Conseil à l'égalité découvre la lune en disant que les émissions de télé-réalité proposent des rôles stéréotypés, qu'il y a une sexualisation à l'extrême, que les femmes sont présentées comme stupides, faibles, rivales entre elles, ne servent que de faire valoir. Oui. Ils disent des choses qui paraissent en effet pour certaines d'entre elles évidentes, mais je trouve ça bien aussi de le réaffirmer, justement aussi au moment où nous, on examine le texte, parce qu'on a une responsabilité, c'est-à-dire quelle est la place des femmes à l'antenne, comment elles sont représentées. C'est pas la même chose d'être en tant que témoin ou d'être en tant qu'expert. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Quelle est la place des femmes devant, mais aussi derrière la caméra? Par exemple, France Télévisions, Delphine Ernotte a pris des engagements très forts sur le sujet, sur des quotas. Donc à un moment, je sais que certains ont hurlé en disant mais comment on pouvait mettre des quotas de réalisatrices? Tout simplement parce que sinon, ça n'avance pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont diplômés des grandes écoles de réalisation, notamment la FEMIS, qui est la plus grande école française en matière de réalisation. Mais étonnamment, derrière, les femmes, elles disparaissent. Elles n'ont pas les budgets. Ou quand on regarde à la télévision, elles font plutôt des fictions quotidiennes. Parce que les hommes sont très méchants. Non, c'est pas le sujet, mais c'est parce que. Mais au-delà de ça. Non, c'est pas une histoire de talent. Les femmes, évidemment, il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de talent féminin parmi les auteurs. C'est pas le sujet. Mais je pense que dans tout milieu concurrentiel qui à un moment s'est organisé depuis très longtemps, il a été tenu pendant aussi très longtemps par un univers qui est un univers quand même très masculin. Moi, j'avais une question aussi. Je vois que le Haut Conseil à l'égalité va jusqu'à remettre en cause l'élection de Miss France en disant que c'est regardé par des millions de personnes, que ça participe d'une instrumentalisation du corps des femmes et d'une vision archaïque de leur place et de leur rôle dans la société. On n'est pas dans l'ordre moral, là, un peu. Dans tous les cas, ça, c'est pas le législateur qui fait les programmes. Donc, c'est pas à moi de dire à TF1 est-ce qu'il faut maintenir ou pas l'élection de Miss France. Moi, ça ne me gêne pas. L'élection de Miss France ne me gêne pas. Il y a des millions, en effet, de personnes qui regardent. Je crois que ça fait aussi peut-être rêver des gens, tant mieux. Et je crois que l'émission a quand même beaucoup évolué, il me semble, ces dernières années, et qu'on n'a pas du tout les mêmes profils. Non, mais en vérité, à votre avis, je vais même pas avoir d'avis. C'est un programme qui existe. Donc après, les programmes qu'on n'aime pas, qu'on regarde pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça mette, que ça relève une image dégradante de la femme. Ça vous choquerait qu'on aille jusqu'à dire, écoutez, il faut arrêter les. En tout cas, c'est pas la loi de dire ni aux chaînes privées ni aux chaînes publiques. Voilà les émissions qu'il faut que vous fassiez. Ce qu'on dit à l'audiovisuel public, c'est par contre vous avez des missions de service public à remplir. Ça, oui. Mais la télé-réalité, comme disait Valérie, ça vous gêne ou pas? Disons qu'il y a des télé-réalités qui sont de nature extrêmement différentes. Mais c'est vrai que, j'avoue que c'est pas des programmes que je regarde. J'ai regardé par curiosité quand j'étais ado, je pense à peu près comme tous les Français ont à un moment regardé Love Story. Plutôt Love Story. Mais ça a beaucoup évolué depuis. Parce que c'était nouveau, parce qu'on se demandait aussi ce que c'était comme programme, etc. Donc je vais pas faire semblant de ne pas l'avoir regardé. Mais là, aujourd'hui, les Marseillais, les îles de la Tentation et autres, on est vraiment dans des stéréotypes. Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute sur le caractère stéréotypal, y compris pour les hommes. D'ailleurs, les stéréotypes dans ces cas-là, ils ne touchent pas que les femmes, les hommes aussi. Dans l'extrait que vous passiez tout à l'heure, ça me paraissait un petit peu stéréotypé pour l'homme également. Beaucoup. Merci beaucoup Aurore Berger d'être passé par Sud Radio ce matin. On va parler du coronavirus. Rassurez-nous, le président n'a pas le coronavirus. On fait partie des rumeurs. Patrick Roger l'a évoqué ce matin. Mais malheureusement, je crois que sur ce sujet, il risque d'y avoir beaucoup de rumeurs. Il faut juste rester extrêmement calme, écouter ce que disent les scientifiques, écouter ce que disent les médecins, parce que c'est eux qui savent. Et notre
pays il est prêt à affronter ce type de crise sanitaire. Et je crois que c'est plutôt très rassurant. Il y a des mesures spéciales à l'Assemblée ? On fait comme tous les Français, on donc on a des petits gels hydroalcooliques et puis on se serre plus la main, on s'embrasse plus. Voilà. Allez, on va pas vous garder plus longtemps. Merci beaucoup Aurore Berger d'être passée par Sud Radio. On vous répond à toutes vos questions sur le coronavirus dans un instant. À tout de suite.